Bonjour et bienvenue sur casapo.com. Cette vidéo est en fait une suite de la vidéo précédente sur le champ électrostatique. Nous avons déjà vu ce que c'était qu'une charge, une particule chargée, ce que c'était qu'une distribution volumique, surfacique et linéique. Nous avons aussi vu ce que c'était qu'un champ électrostatique et comment on peut le générer à travers la loi de Coulomb. Puis on a vu le théorème de superposition et le plus important, c'est le flux du champ. C'est-à-dire que le flux du champ à travers une surface fermée, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Nous avons vu la première application de ça, c'est-à-dire si on se place dans un tube évasif, c'est-à-dire dans la surface augmente, alors la norme de E diminue. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la deuxième application, c'est montrer la discontinuité de la composante normale à la traversée d'une surface chargée. Donc on considère un plan infini comme ici, chargé avec une densité surfacique de charge sigma, séparant deux milieux, un milieu 1 et un milieu 2, et on considère la normale entre ces deux milieux n2 sur 1. On considère un cylindre symétrique par rapport à cette surface, et un point M1 qui va se rapprocher indéfiniment de cette surface, et un point M2. Et nous allons donc montrer que E1 moins E2 en vecteur scalaire n2 sur 1 est égal à sigma sur epsilon 0 avec sigma la densité surfacique de charge et epsilon 0 permittivité du vide. Pour cela, nous allons utiliser le fait que le flux de E à travers cette surface est égal à la charge intérieure divisée par epsilon 0. Donc on développe ce flux, on a un flux latéral plus E en le point M1 scalaire n de 2 sur 1 ds plus E en le point M2 scalaire n de 1 sur 2 ds égale Q intérieur sur epsilon 0. En fait, pourquoi on considère que E, M1 est uniforme sur ces surfaces et sur celles-là? Il suffit de se référer au cours de première année pour savoir que comme le système est invariant par translation selon les axes, car le plan est supposé infini, alors E, il est uniforme sur ces deux surfaces. Donc ce flux peut tout simplement se traduire en E scalaire n ds. ds étant la surface de ces deux cercles si vous voulez. Et la normale, c'est toujours la normale sortante. Donc dans ce cas, c'est bien la même normale que n de 2 sur 1, mais dans l'autre, c'est n de 1 sur 2. Et en fait, ce n de 1 sur 2, ça sera moins n de 2 sur 1. Alors, deux choses. Premièrement, Q intérieur, c'est en fait sigma fois ds, car nous allons supposer une répartition surfacique de charge. Sigma, c'est la densité surfacique de charge, et ds, c'est la surface de ce cercle. Donc Q intérieur, c'est sigma ds. Et deuxièmement, en faisant tendre M1 vers la limite et M2 vers la limite, on voit bien que le flux latéral tend vers 0. Donc quand M1 tend vers M et M2 tend vers M', le flux latéral égale à 0. Et donc il nous reste tout simplement E en 1, scalaire n de 2 sur 1, ds, moins E2, scalaire n de 2 sur 1, car n de 1 sur 2 c'est moins n de 2 sur 1, ds, égale sigma ds sur epsilon 0. Et en simplifiant les deux expressions par ds, on retrouve E1 moins E2, le tout scalaire n de sur 1, égale sigma sur epsilon 0. Et donc la composante est discontinue, c'est-à-dire la composante normale. C'est-à-dire que la différence entre les deux champs tout proches de la surface, un tout petit peu avant et un tout petit peu après, selon la composante normale, la différence est différente de 0. Donc ce n'est pas continu, car on ne peut pas passer d'un champ à l'autre continuellement à travers cette surface. C'est un théorème très important, ça s'utilise dans les histoires de condensateurs. Maintenant, on va voir ce que c'est que le théorème de Maxwell-Gauss. Le théorème de Maxwell-Gauss, c'est en fait une loi locale. Et ça dit que la divergence de E en un point M, c'est ρ en M sur epsilon 0, avec ρ la densité volumique de charge. J'explique ce que c'est que la divergence déjà, et puis on va voir comment montrer ce théorème. Premièrement, on considère une fonction définie de R3, c'est-à-dire dans l'espace, dans R3, qui a un triplet x, y, z, c'est-à-dire un point M dans l'espace, associe la fonction f de x, y, z, c'est-à-dire
une fonction qu'on peut décomposer dans R3. Première composante, deuxième composante et troisième composante. Et donc la divergence de fxy, c'est défini comme la dérivée partielle de la première par rapport à la première variable. Et la dérivée de la deuxième par rapport à la deuxième variable, la dérivée de la troisième par rapport à la troisième variable. C'est-à-dire on dérive chaque composante par rapport à la variable dans l'ordre précis. Ça c'est théorique. En physique, on utilise en principe la divergence de E ou de B, le champ magnétique qu'on va voir plus tard. Donc la divergence de E, c'est la dérivée partielle de la composante selon EX par rapport à X, la dérivée partielle de la composante selon Y par EY par rapport à Y, et la dérivée partielle de la composante selon EZ par rapport à Z. Pour se rappeler, on utilise un opérateur, le nabla. Disons que ses coordonnées, c'est d rang sur d rang X, d rang sur d rang Y, d rang sur d rang Z. Et on n'a rien ici. Et en fait, c'est ce qu'on va combler en considérant que la divergence, c'est le nabla scalaire. Donc si je dis la divergence de E, il suffit de dire que c'est nabla scalaire E. Et le nabla, comme c'est d rang sur d rang X, d rang sur d rang Y, d rang sur d rang Z, scalaire, et E, ça sera EX, EY, EZ, on retombe directement sur cette formule. Ça, c'est la divergence. C'est juste un opérateur pour simplifier les équations. Donc, on disait que le théorème de Maxwell-Goss dit que la divergence de E, c'est ρ sur epsilon 0. Et en fait, c'est la première équation des équations de Maxwell qu'on va voir ultérieurement, qui vont en fait régir tout l'électromagnétisme. On va en fait se baser sur le théorème d'Ostrogradsky. Le théorème d'Ostrogradsky dit que le flux à travers une surface fermée de un vecteur que je note E ici, scalaire n, c'est-à-dire la normale sortante, c'est-à-dire si je considère par exemple une sphère, donc je prends toujours les normales sortantes, le flux à travers cette surface est égal à l'intégrale triple sur le volume, c'est-à-dire dans la boule, de la divergence de E. Et je rappelle que la divergence de E, ça s'écrit comme ceci. Scalaire d'étau, d'étau c'est le volume élémentaire. Comment on montre cela? Tout simplement en utilisant le fait, ici j'utilise le théorème de Strogradsky, en disant que le flux à travers une surface fermée de E scalaire NDS est égal à l'intégrale triple sur le volume à l'intérieur de cette surface de la divergence de E, d'étau avec d'étau c'est le volume élémentaire, mais c'est aussi égal à Q intérieur sur epsilon 0. Tout simplement en utilisant le théorème de Gauss qui dit que le flux à travers une surface fermée c'est les charges intérieures sur epsilon 0. Maintenant, la charge intérieure, sachant que dQ c'est égal à ρ d'étau, et en intégrant surtout le volume à l'intérieur, c'est ce à quoi réfère ce mot intérieur, je trouve que c'est 1 sur epsilon 0 fois l'intégrale triple sur le volume de ρ d'étau, en intégrant cette égalité différentielle. Puis en insérant le epsilon 0 à l'intérieur de cette intégrale triple, je me rends compte que l'intégrale triple de la divergence de E, c'est égal à l'intégrale triple de ρ sur epsilon 0. Et ce, valable pour tout volume. Maintenant, comment montrer que les fonctions à l'intérieur sont égales? Il faut voir mathématiquement et rigoureusement comment le faire. En physique, ça marche. Et on arrive au théorème de Gauss, Maxwell-Gauss, qui dit que la divergence de E en un point M, c'est local. C'est ρ en ce point, c'est-à-dire la distribution volumique de charge en ce point sur epsilon 0. Et on voit qu'il y a une analogie entre le théorème de Gauss intégral. On dit que c'est une loi intégrale car elle permet en fait de calculer un flux sur toute une surface, c'est général, et c'est en fait équivalent à dire que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0 qui est en fait une loi locale, la loi de Maxwell-Gauss, et on verra 3 autres lois dans les équations de Maxwell plus tard. C'est une loi très importante et c'est beaucoup utilisé en électromagnétisme, beaucoup plus que celle-là, car bien qu'elle soit locale, elle est plus générale parce qu'elle permet d'effectuer des calculs mathématiques qui facilitent beaucoup le travail en physique. Et comme c'est une loi locale, en fait, si on prend une surface fermée délimitant un volume fini et un point M, alors au lieu de calculer le flux à travers toute la surface, je cherche juste les coordonnées du champ électromagnétique en ce point M, comme étant un champ de vecteur. Je cherche sa divergence en remplaçant par ρ sur epsilon 0. Et en fait, elle est calculée en M, et non pas sur toute la surface. Voilà, c'est fini pour cette première partie du cours sur les champs électrostatiques. La deuxième partie verra ce que c'est que la circulation du champ E sur un contour fermé. L'équation de Poisson, très importante en électrostatique. Si vous avez des questions, des remarques, c'est toujours omaratkezaku.com. Merci et très bonne journée.